je vais essayer de parler, parce que c'est une question assez compliquée, de la question de l'identité juive. Puisque c'est sous ce terme-là que nous avions créé, en 1978, le cercle d'études sur l'identité juive. C'est un mot extrêmement compliqué, le mot identité. Alors on nous parle aussi de conscience juive. J'en parle maintenant parce que je viens de voir le film La Lune de Miel. C'est un film juif, si on peut dire, sur les juifs, avec Judith Chemla, entre autres. Bon, c'est comme ça, ça m'a, disons, un petit peu réveillé sur ce point. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sentir juif? Bon, à quel moment considère-t-on qu'on est juif? Par exemple, moi, en 67, au moment de la guerre des 6 jours, j'étais pas du tout né dans un milieu spécialement pratiquant, même si on a fait la bar mitzvah. En 67, j'avais 19 ans. Et j'étais déjà mis, curieusement, à apprendre l'hébreu avant même la guerre des 6 jours. Donc s'il y avait une prémonition. Toujours est-il que, qu'est-ce qui a fait que je me suis senti concerné par ce qui se passait en Israël? On pourrait parler d'un phénomène identitaire, avec le recul. Une sorte de logique identitaire, voilà. Je suis ceci, il y a cela, donc c'est pareil. Identitaire, ça veut dire créer des identités, des égalités. C'était créer des équations. Alors, on se sent juif, et c'est intéressant d'autant plus quand on ne pratique pas. Dans ma famille, on était conscient d'être juif, et on ne pratiquait pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bon. Alors il y a aussi le point de vue de Jean-Paul Sartre, qui disait qu'on était juif par le regard des non-juifs. Et puis il y a eu aussi, parce que mes parents quand même sont passés par là, parce que je suis né au lendemain de la Shoah, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1947. J'étais conçu au début de 1947. Eh bien, quelque part, même des juifs qui n'étaient pas pratiquants ont pris conscience qu'ils étaient quand même juifs, puisque on les envoyait on les persécutait au titre qu'ils étaient juifs, même s'ils n'étaient pas pratiquants. Mais très loin des conditions de l'expulsion des Juifs d'Espagne, où la question c'était la pratique. Et si on se convertissait, eh bien, on n'était plus considéré comme juif, c'était réglé, soi-disant, puisqu'il y a eu après le maranisme, etc. Alors, donc cette génération post-Shoah, elle avait un rapport au judaïsme assez compliqué, et quelque part, elle découvrait une réalité juive, un fait juif, par-delà la pratique juive. Et c'est un petit peu ça, quelque part, la laïcité, le judaïsme laïque. On ne peut pas comprendre le judaïsme laïque sans la Shoah. Nous sommes juifs malgré tout, et on sait que nous sommes juifs, et on nous considère comme juifs, bien que nous ne pratiquions pas. Cela dit, il y a aussi une question que j'avais abordée récemment, la question de remercier Dieu, qui est fondamentale dans le judaïsme. Je ne reviens pas là-dessus. Mais pour moi, le tétragramme, par exemple, ça doit se lire Yahoud. C'est-à-dire Yahoud, qui veut dire Yehuda, Yehudi, juif. C'est celui, on invoque celui qui est remercié. Lui remercier pour ses bienfaits. Il est béni pour ses bienfaits. Le judaïsme ne demande pas quoi que ce soit, il remercie pour ce qu'il a reçu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Je me souviens là. Qu'est-ce qu'on a reçu qui nous fait remercier?
je répondrai des dons. Un don, c'est ce qu'on reçoit. Soit on le reçoit de quelqu'un, par héritage, par transmission culturelle, soit on le reçoit de la nature, de l'hérédité. Et là, il faut remercier non pas des gens, mais la nature et, si on veut, Dieu. Alors, être reconnaissant pour les dons qu'on a reçus, encore faudrait-il décider que ces dons correspondent à notre judéité. Qu'est-ce qui fait le lien entre notre judéité et nos dons, nos pouvoirs, nos capacités, notre rôle de leader, etc. Là non plus, c'est pas très simple. Justement, en fin de compte, l'antisémite, ceux qui nous observent, ceux qui regardent les Juifs, jouent un rôle fondamental dans la conscience juive. Je viens de le dire tout à l'heure pour la Shoah, l'antisémite révèle et réveille la conscience juive. Sans l'antisémite qui nous regarde, qui nous observe, qui constate un certain nombre de choses, est-ce que nous aurions véritablement une conscience juive? Évidemment, vous me direz, il y a les autres, il y a l'autre façon de faire, qui est de, voilà, je suis dans une famille juive, je pratique, etc. Mais ça, c'est suspect, parce que finalement, bon, une culture, c'est une culture, voilà, ça ne touche pas à l'essence de la personne. En revanche, ce que nous sommes, comment nous nous comportons en tant qu'être humain, ça, c'est de l'essence. Et l'antisémite, mais quand j'emploie le mot antisémite, c'est pas polémique, c'est dire même une expression fausse, fâcheuse. De toute façon, tous les gens, qu'ils soient juifs ou pas juifs, ont un certain discours sur le judaïsme. Ça ne peut pas l'empêcher. Et tous les juifs ne tiennent pas le même discours sur le judaïsme. Et tous les non-juifs non plus. Donc moi, je respecte les antisémites, entre guillemets. Parce que, quelque part, ils ont une position stratégique. Et d'ailleurs, Sartre, quelque part aussi, le reconnaissait. Dans ses réflexions sur la question juive, sont parues en 1946, je crois, dans ma naissance. Je suis né d'ailleurs 2 jours après la déclaration des Nations Unies sur la création d'un État d'Israël. L'État juif, pas Israël, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout, on ne parlait pas d'Israël. Un État juif, le nom d'Israël est apparu en 1948, mais pas en 1947. Et en 1948, en mai 1948, lorsqu'ils ont décidé de prendre ce nom, qui à mon avis ne tient pas debout, puisque le royaume d'Israël, c'était justement le royaume qui était opposé au royaume de Juda, au royaume de Juda. Et, on va pas revenir là-dessus, sur ce que j'appelle le double coup d'état théologique des gens du Nord face aux gens du Sud, et des chrétiens face aux Juifs. Bref, on reviendra là-dessus, on en a déjà parlé. Donc voilà, l'antisémite, il a un regard, je reprends l'expression sartrienne, qui nous enseigne des choses sur nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on se voit seulement en tant qu'individu, mais lui, l'antisémite, nous voit dans notre globalité. Quand il dit les juifs ont le pouvoir, il y a tel juif et tel juif, là, il faut des statistiques. Nous, en tant que juifs, on ne fait peut-être pas des statistiques. Mais on sait par exemple qu'effectivement, il y a des grands juifs, Marx, Einstein, Freud, etc. Bon, tout ça, ça nous évoque quelque chose. Et on connecte cela quand même au fait que nous savons que nous sommes nés juifs. C'est cette connexion entre les deux qui est importante. Je sais que je suis juif, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un signifiant qui n'a pas de signifié. Et puis tout d'un coup, je vois qu'il y a du signifié. Il y a du signifié parce que les juifs font ceci, les juifs font cela, on dit des juifs ceci, on dit des juifs cela. Et à ce moment-là, le système se complète. C'est un peu comme le symbole. Le symbole, c'est la rencontre entre le signifiant et le signifié. Parce que le symbole, c'est la notion de synthèse.
les deux éléments qui se réunissent, signifiant, signifié. Donc en tant que juif, je suis signifiant au départ, mais je ne sais pas quel est le signifié. On propose tel signifié, tel autre signifié, etc. Et puis, le, le, le regard de l'autre, des autres, des non-juifs, sur les juifs, et c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux hein, sur la planète, les juifs. Et encore moins depuis la Shoah. À l'époque, c'était comme ça. Et il nous enseigne, il nous fait faire la synthèse entre le signifiant et le signifié. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on se dit, oui, mais c'est vrai, on fait un examen de conscience juive. On se dit, oui, mais c'est vrai, effectivement, oui, c'est peut-être que j'acquiers un certain pouvoir, je suis chargé d'un certain don, qui me donne quelques pouvoirs dans le monde. C'est pas faux. Et à ce moment-là, on se dit, en tant que juif, ça fait peut-être sens de penser que j'ai une position centrale. Alors les juifs disent non, surtout pas, il faut être dans le déni, on n'a pas de pouvoir, on n'est rien du tout. Et pourtant, pourquoi nier? On reproche aux non-juifs, aux antisémites de nier la Shoah, mais pourquoi nous, juifs, nous nierions le pouvoir juif, la place des juifs centrale dans le monde? Pourquoi? Pourquoi nier? Pourquoi ces négationnismes? Ça n'a pas de sens. Donc, effectivement, oui. Même j'ai publié en 2002 un bouquin, Le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle, où je reproduis tout un dossier que j'ai constitué sur les protocoles des sages de Sion. Le protocole des sages de Sion, c'est quand même un regard, même si on dit c'est un faux, etc., c'est quand même un regard tout à fait révélateur sur la place des Juifs dans le monde. Maintenant, je terminerai là-dessus. J'ai entendu une conférence l'autre jour où j'ai publié quelques passages de Manfred Ackermann à la rue Michel-Ange, dans le 16e, dans le cadre du séminaire Manitou l'Hébreu. Et lui, il parle d'Israël. C'est un sioniste, de tout ce séminaire d'ailleurs, tout l'hébreu est hyper sioniste. Alors, il dit oui, le sionisme, c'est la voie, c'est la seule voie. Bon. Est-ce que la présence juive au monde passe par le sionisme, passe par l'État d'Israël, ou est-ce qu'elle passe par la diaspora? Ce sont deux voies qui font sens toutes les deux. Moi, je suis plutôt un tenant du judaïsme diasporique. La présence juive au monde par le biais de la dispersion, par le biais de la présence, presque d'omniprésence juive dans le monde. Et là, il y a un débat avec ceux qui pensent que c'est par le biais d'Israël, par le canal d'Israël, que les choses doivent se faire. C'est un débat, on y reviendra. Donc finalement, ce matin, dans les deux vidéos que j'ai faites, je vous montre quelles sont les différentes voies qui existent concernant l'avenir des Juifs.